Bonjour à tous. C'est un honneur de parler devant vous et je remercie la filière, le coordonnateur, le professeur Loup Blanger et Myriam de Chalandard et son équipe avec qui c'est un plaisir de travailler. Je suis effectivement partie intégrante du réseau MALO dans le centre d'ERL pédiatrique et en charge des voies aériennes. Et donc je vais enfiler une casquette non seulement d'ERL mais un peu d'anesthésiste au cours de cette présentation. J'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. Je n'ai pas de conflit d'intérêt malgré tous les dispositifs médicaux que je vais vous présenter aujourd'hui. Et j'ai fait attention pour les photographies. Vous verrez qu'il n'y a pas de bandeau, mais je pense qu'on ne prend pas de risque. Cette présentation a un contexte très particulier. C'est celui de la réalisation d'une intervention chirurgicale au bloc opératoire sous anesthésie générale. Et le premier temps de l'anesthésie, c'est la sédation et ensuite l'intubation pour permettre de ventiler à la place du patient qui est sédaté et de brancher le tube sur un ventilateur qui va réaliser les mouvements inspiratoires et expiratoires à la place du patient qui est endormi et qui a perdu cette faculté. Et donc le premier temps, c'est l'intubation. On met un laryngoscope, on va voir les cordes vocales et on met un tube qui passe au travers des cordes vocales jusque dans la trachée. Et en règle générale, c'est un temps qui est simple. Voilà, et donc là, vous avez le dispositif en place avec le tube d'intubation dans la trachée. Mais pas tout le temps. C'est un scénario catastrophe qui est un vrai scénario, c'est pas une histoire vraie, mais ça pourrait. Je suis au bloc opératoire et puis d'un coup mon téléphone sonne, on est appelé dans une salle de neurochirurgie, c'est au pif, avec plusieurs échecs d'intubation. L'enfant n'est pas ventilable au masque, il n'a plus de ventilation spontanée parce qu'il a été curarisé, il a une saturation à 30%, il est bradycarde, il n'y a pas d'exposition laryngée, c'est-à-dire qu'on ne voit plus le plan glottique quand on met un laryngoscope ou différents éléments. On a tout essayé, le laryngoscope et les vidéolaryngoscopes. Je commence la suite des noms propres, le McGrath, le Gleiscope, l'AirTrack. Et on est obligé de l'intuber en fibroscopie, avec en plus un vidéolaryngoscope et en plus une traction de langue. Et à la fin de l'intubation, on arrive à l'intuber, il fait quand même l'arrêt cardio-respiratoire parce que ça fait 5 minutes qu'il n'est plus ventilé. L'enfant n'a pas de séquelles, même si c'est un scénario, c'est important. Ça pourrait arriver, et l'objectif de la totalité de cette présentation, c'est, dans la mesure du possible, faire le diagnostic de voies aériennes complexes, d'intubation difficile, de ventilation difficile, avant l'arrivée au bloc opératoire. C'est en accord avec, évidemment, toutes les recommandations chez l'adulte et chez l'enfant. Quelques définitions pour commencer. La première, c'est la définition d'intubation difficile. C'est quoi? C'est 2 essais, et seulement 2, par un senior expérimenté en pédiatrie. Alors là, on va parler uniquement de pédiatrie. Ou une intubation qui dure plus de 10 minutes. Il y a 3 groupes qu'on va revoir après. C'est le défaut d'introduction dans la bouche, le défaut d'exposition, on ne voit pas les cordes vocales, ou le défaut de cathétérisme de la filière, on voit les cordes vocales, mais on n'arrive pas à rentrer le tube. Et puis il y a une autre définition supplémentaire, c'est le niveau 2 de l'intubation difficile, c'est les voies aériennes complexes ou difficiles, l'intubation difficile, et en plus, on n'arrive pas à ventiler au masque. C'est-à-dire quand on colle un masque sur la bouche ou un dispositif supraglottique, on n'arrive pas à ventiler le malade. Pourquoi c'est important de faire le diagnostic avant? Évidemment pour éviter de se retrouver dans la situation précédente, à savoir ventilation impossible, intubation impossible, et c'est pas prévu. Ça veut dire qu'au bloc, vous allez devoir déclencher un plan d'urgence qui est toujours compliqué à réaliser. Quand est-ce qu'il faut le faire? Évidemment avant l'entrée au bloc opératoire dans la mesure du possible. Et les questions clés qu'il faut toujours se poser, alors c'est valable là pour l'anesthésiste lors de la consultation d'anesthésie, mais également pour vous, chirurgiens maxillofaciaux, pour vous, pneumopédiatres, pour vous, ORL, pour vous, neurochirurgiens qui me regardez. C'est important de vous poser la question pour tirer une sonnette d'alarme, parce que c'est important de faire le diagnostic avant. Juste avant, je vous ai montré que la pire des situations, c'était intubation difficile, ventilation impossible, non prévue. Il y a pire, c'est en situation d'habit de Covid. Là, c'est vraiment plus compliqué, mais c'est une anecdote. Il y a 3 groupes de causes d'intubation difficile. La première, c'est le défaut d'introduction dans la bouche. Et c'est des situations qui sont relativement évidentes à diagnostiquer en prévision du bloc opératoire. Le trismus, l'ankylose temporomandibulaire, les traumatismes faciaux, la microstomie, les tumeurs de l'oropharynx. On rentre au bloc, on le sait déjà. Il y a les défauts d'exposition, et là, ça peut être plus sioux. Alors, il y a la microrétrognathy, la macroglossie, la raideur du rachis cervical, le larynx qui est ossitué, surtout chez les tout petits, les tumeurs pharyngées et les malformations obstructives, qu'elles soient pharyngées ou supraglottiques. Et puis ensuite, il y a les défauts de cathétérisme de la filière, donc c'est les obstructions laryngées
quelle que soit l'origine, qu'elle soit acquise ou malformative, glottique, sous-glottique, supraglottique. Les malformations trachéales, est-ce que c'est des tumeurs, est-ce que c'est des malformations, des sténoses congénitales de trachée, ou des défauts de fermeture œsotrachéale quand il y a une perméabilité entre l'œsophage et la trachée. Donc là, c'est surtout les diastèmes de grade 4, en fait. On peut essayer d'intuber la trachée, mais globalement, on va dans l'œsophage et on n'arrive pas à ventiler non plus. Je vous présente donc juste quelques images. Donc là, c'est un exemple de malformation congénitale sous-glottique. Vous voyez sur la photo de droite, sur la photo de gauche, pardon, en bas à droite, vous voyez un petit point noir. Et c'est l'orifice avec lequel cet enfant ventilait au bloc opératoire. Le diagnostic avait été fait, mais pas à ce point-là. Donc on a été embêté au bloc. Versus un larynx globalement normal d'un enfant du même âge avec une ouverture normale. Évidemment, vous ne pouvez pas cathétériser cette filière-là. Dans le cas des... là, c'était un enfant qui avait une microdélétion 22Q11 et vous voyez qu'il y a une palmure glottique qui est dans le spectre des atrésies laryngées. Vous voyez les cordes vocales qui sont fusionnées en avant et c'est un plan glottique qu'on ne peut pas cathétériser. De la même manière, il y a des sténoses acquises qui sont secondaires à des intubations et on ne peut pas cathétériser une filière comme celle-là. La trachée est sténosée sur plusieurs étages et c'est compliqué. Autant chez l'adulte, il y a des scores prédictifs qui sont extrêmement fiables. Notamment, il y a une méta-analyse qui a été publiée il y a 6 mois dans le JAMA sur 62 articles qui met en évidence que les scores prédictifs sont bons. Autant chez l'enfant, ce n'est pas vrai. Qu'on a des scores prédictifs, ils sont là. Le premier, c'est l'histoire d'intubation difficile. Si on a eu du mal à vous intuber avant, il est fort probable qu'on ait de nouveau du mal. La dysmorphie. Donc toutes les malformations crânio-faciales, on l'a vu avec la présentation de Brigitte Fauroux juste avant, qu'on a des problèmes de voies aériennes, c'est aussi vrai pour l'intubation. Les malformations crânio-faciales, les asymétries faciales, les anomalies des oreilles et des mandibules sont un signe prédictif d'intubation difficile et les problèmes de mobilité cervicale. Donc là, c'est pareil, on a parlé de trisomie 21 juste avant, qui ne rentrent pas foncièrement dans le profil de la filière, mais qui ont les mêmes problèmes globalement. Les apnées du sommeil et les stridors sont un signe prédictif. L'ouverture buccale à moins de 3 travers de doigts de l'enfant, je précise, surligné, souligné en gras, etc. Évidemment, ce n'est pas les vôtres. Et puis une distance thyro-mentonnière qui est inférieure à 15, 25 ou 35 mm chez l'enfant en fonction des âges. Tous ces scores sont prédictifs. Ils ne sont pas mauvais, ils sont moins fiables que chez l'adulte. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui ressort de la totalité des articles et de la totalité des recommandations. C'est que quand il y a un senior expérimenté qui met en doute la possibilité d'intubation, c'est-à-dire que là, c'est un sentiment, c'est de l'expérience, c'est un niveau de preuve qui est faible, et bien en fait, c'est probablement ça qui est le meilleur facteur prédictif de l'intubation difficile. Donc ça, c'est important parce que ça va plutôt à l'encontre de notre envie, c'est-à-dire de tout grader et de tout scorer. Et on ne peut pas. Une fois qu'on a ça, et une fois qu'on a une prédiction d'intubation difficile, on va mettre en place une organisation spécifique au bloc opératoire. Et du coup, il y a des médecins expérimentés, l'anesthésiste expérimenté et l'ERL expérimenté, des techniques d'anesthésie. On va essayer de conserver la ventilation spontanée pour ne pas se faire peur au bloc opératoire et conserver une oxygénation correcte, et du matériel qui est connu et prêt. Voilà, donc on est dans les conditions du bloc opératoire avec une difficulté prévisible et on a du matériel qu'on a organisé et qu'on a prévu. Et ça, c'est le matériel minimal qu'on utilise pour assurer la maîtrise des voies aériennes au bloc. Comme c'est un travail qui est très partagé anesthésiste et ORL, je peux vous le présenter sans aucun problème. Donc ce sont d'abord des laryngoscopes avec des lames adaptées pour le tout petit. Alors là, avec une manœuvre de burp, en bon français, c'est juste la pression du larynx pour arriver à mieux s'exposer. C'est notamment vrai chez les tout-petits et dans les séquences de Pierre Robin. Un fibroscope pour pouvoir faire l'intubation nasotrachéale sans problème. Des mandrins, qui soient en plastique ou en matériel malléable, en métal malléable, pour pouvoir s'adapter à la morphologie du patient au bloc opératoire. Un bronchoscope, qui est l'outil qui nous permet de nous sortir de situations bien compliquées et qui va de pair avec l'optique qui va à l'intérieur. C'est vraiment le matériel de secours et d'urgence de dernier recours et qui va aussi avec la boîte de trachéotomie, mais si on peut éviter de l'utiliser, c'est mieux. Et les vidéolaryngoscopes. Alors ceux-là, ils sont sortis récemment, ça doit faire une dizaine d'années qu'ils sont utilisés en pratique courante. Et ça a
clairement changer le pronostic des voies aériennes difficiles au bloc opératoire. Ça permet d'avoir une visualisation du plan glottique malgré l'absence de vision directe. La caméra, elle est déportée au bout de la lame courbe, et donc du coup, ça permet de voir ce qu'on fait alors qu'on est gêné par la langue ou par le menton. Alors pourquoi c'est important d'avoir du matériel difficile minimal et pourquoi c'est important d'avoir une liste et celle-là? C'est parce que si on regarde, alors je vous promets, je ne vais pas détailler ces protocoles d'anesthésie. Si on regarde deux schémas, c'est-à-dire l'intubation difficile imprévue et la ventilation au masque facial difficile imprévu, les deux protocoles se finissent par l'algorithme SICO, qui est l'algorithme qui est juste un algorithme d'urgence. C'est que faire quand on n'a plus rien sous la main. Et en fait, on va appeler l'ERL expérimenté, et surtout, il y a cette case-là, c'est trachéotomie et ou bronchoscopie. Et donc en fait, avec la totalité du matériel minimal que je vous ai proposé dans une trousse d'urgence pour la gestion des voies aériennes complexes, on a fait la totalité des niveaux de l'algorithme décisionnel. Et à la fin, le dernier, c'était le bronchoscope ou la boîte de trachéotomie. Et en fait, l'idée, c'est qu'on a tout couvert et qu'on est prêt pour toutes les situations. Si on analyse les complications globales de toutes les intubations laryngées dans une cohorte pédiatrique, on se rend compte qu'elles arrivent le plus souvent après 3 échecs d'intubation. Et je vous ai dit que la définition de l'intubation difficile, c'était 2 échecs. Et donc, en gros, ça veut dire que si on s'obstine, on a des complications qui sont majeures. D'où le corollaire, il ne faut pas s'obstiner, mais on le reverra après. Pourquoi cette présentation dans un centre de maladies rares spécifique? Parce qu'on est évidemment confronté à des malformations des voies aériennes. Alors nous, en tant que filière tête-cou, avec les différents centres de référence, on a toutes les malformations crânio-faciales qui viennent. C'est pas parce que... Et alors, dans ma position de RL pédiatrique, il est aussi possible qu'un enfant soit opéré dans une autre discipline, c'est-à-dire en neurochirurgie, en chirurgie maxillofaciale, éventuellement en chirurgie orale, etc. Et que cet enfant, on ne l'ait pas forcément vu avant qu'il rentre au bloc opératoire. Néanmoins, comme on est un centre national et comme on a plusieurs centres nationaux de référence au même endroit, il faut être prêt pour toutes les situations complexes. Et le deuxième biais, c'est que... il y a aussi tous les enfants avec des malformations qui sont pris en charge par toutes les filières. Alors, c'est un effet centre, en fait. On regroupe des enfants qui ont des malformations de plusieurs organes différents. Et du coup, il est très possible que des patients qui soient suivis dans d'autres filières relèvent aussi de notre compétence de gestion des voies aériennes au bloc opératoire. Quand on fait le score de prédiction de malformation, enfin de probabilité d'intubation difficile, il y a des patients qui sont évidents. C'est tous les patients pour lesquels on a une suspicion forte d'obstruction des voies aériennes et pour lesquels on va appeler l'équipe de voies aériennes pour l'intubation difficile et ça ne pose pas de problème. Il y a des patients pour lesquels ça va être plus limite. C'est-à-dire, est-ce que cet enfant avec une trisomie 21, on va avoir des difficultés d'intubation? Je ne sais pas répondre à cette question. Est-ce que cet enfant avec une microdélétion 22q11, on va avoir des soucis? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on va quand même avoir une probabilité et du coup, on va probablement appeler l'ERL, l'anesthésiste qui va le voir en consultation d'anesthésie. Il va sans doute avoir l'œil qui se lève et puis dire attention, on va faire attention à celui-là. Et puis, il y a les patients imprévisibles. Et en fait, c'est ceux-là pour lesquels il va aussi falloir s'organiser. L'exemple type, c'est l'enfant qui est suivi en chirurgie cardiaque pour une malformation cardiaque simple, qui a une sténose congénitale de trachée qui n'a pas été diagnostiquée avant de rentrer au bloc opératoire, qui n'a aucune dysmorphie, qui a eu aucune autre malformation que sa malformation cardiaque, qui rentre au bloc opératoire, et au moment de passer la sonde d'intubation, eh bien, en fait, on n'y arrive pas. L'anesthésiste essaye de passer plusieurs fois. Et puis plus il passe, plus il y a de l'œdème muqueux, et puis plus la ventilation devient compliquée, et puis à ce moment-là, on m'appelle. Ce patient-là, qui est un patient imprévisible, il faut avoir le matériel qui est prêt pour lui, pour intervenir partout dans l'hôpital. Et donc c'est ce que je vais vous présenter maintenant, c'est quelle est l'organisation qu'on a mis en place dans notre centre pour pouvoir répondre non seulement aux patients prévisibles avec des protocoles qui sont relativement bien faits, bien décrits, mais aussi ceux-là. Voilà. Et donc, c'est l'organisation pratique, le rôle de la structure. Alors, on n'est pas tout seul et on a vraiment besoin d'être nombreux. Et donc, c'est d'une part être vigilant pour dépister tous les patients à risque qui sont prévisibles et puis être prêt pour cette situation qui ne l'est pas. Alors, je vais prendre un exemple, c'est celui de la cohorte des patients suivis pour une mucopolysaccharidose.
qui nous a posé problème il y a 6 ou 7 ans, où on a eu plusieurs difficultés de gestion des voies aériennes complexes, avec plusieurs patients successifs qui ont nécessité d'avoir des stents endotrachéaux pour une extubation difficile notamment. Suite à ces accidents et ces difficultés de parcours un peu difficiles, on a décidé de les suivre de plus près. On a organisé une réunion qui est trimestrielle, qui est pluridisciplinaire. Il y a des neurochirurgiens, des réanimateurs, des anesthésistes, l'équipe de pneumologues, évidemment l'équipe de maladies métaboliques. Et on suit les patients avec des interlocuteurs identifiés. On fait les réunions avec les mêmes personnes à chaque fois et ça nous permet d'être vigilants sur les patients. Et on discute des indications et des risques anesthésiques. Ça veut dire que notre réunion trimestrielle a aussi un rôle sur l'indication. On peut remettre en cause l'indication chirurgicale si on pense que le risque anesthésique est trop important. On va faire en sorte de grouper les interventions chirurgicales pour ces patients-là. Ça tombe bien parce que ça fait partie du PNDS des mucopolysaccharidoses de 2016. Et on va essayer de donner un avis présomptif sur la difficulté d'intubation qui soit fiable, et en sachant que ça peut changer en fonction de la croissance de l'enfant. Et puis après, on organise évidemment le passage au bloc opératoire. Ça nous permet de dépister ce genre de pathologie. Ah non, ça ne permet pas. L'idée, c'est que dans les mucopolysaccharidoses, il y a une infiltration tissulaire et que juste à la fibroscopie de contrôle en consultation, on voit l'accumulation sur les cordes vocales et ensuite, lors d'une endoscopie, on voit l'accumulation à l'intérieur de la trachée et la déformation trachéale que vous voyez là. Et donc ça, c'est fortement présomptif. Alors le fait qu'il y ait une accumulation sur le larynx, c'est évidemment un risque d'intubation difficile, ça va être compliqué de passer. Et la morphologie de cette trachée est aussi un bon facteur prédictif d'extubation difficile. Voilà. Et c'est ces patients-là qu'on suit dans la cohorte spécifiquement de mucopolysaccharidose. Et pour répondre aux questions de façon la plus précise possible, on a ouvert des plages de consultation pour voir les patients avant en consultation de voies aériennes complexes, pour faire le bilan et pour donner un avis avant le passage au bloc opératoire. Ce type de suivi de cohorte, on a essayé de le multiplier, c'est-à-dire qu'il y a les mucopolysaccharidoses, on a aussi une réunion avec les neurochirurgiens et les anesthésistes pour la cohorte de faciocraniosténose. Et puis, on peut également les suivre en staff, non plus de patients, de cohorte de patients, mais en staff, en réunion de concertation pluridisciplinaire d'organes. On a créé une réunion trachée qui permet éventuellement de discuter de ces patients-là et de l'indication chirurgicale. Donc ça, c'est la prédiction avant le passage au bloc. Et puis la deuxième chose, c'est comment organiser le matériel et comment faire en sorte de pouvoir être disponible. Alors c'est assez simple. L'idée sous-jacente, c'était on a besoin d'être disponible à peu près partout et à peu près n'importe quand, avec un matériel qui doit être connu de tous, qui doit être entretenu correctement, qui doit être fiable et qu'on peut aller chercher tout le temps. Et donc, avant, on avait des petites valises, mais ce n'était pas très pratique, et on a créé ça. Ce sont donc des sacs à dos d'intubation difficile. Il y en a un rouge, parce que c'est pour les enfants de moins de 6 mois, donc c'est les plus graves, c'est rouge. Et un bleu pour les enfants de plus de 6 mois, avec, donc ils sont dans le bloc opératoire, ils sont entretenus par les penseuses, et c'est souvent la même penseuse qui le fait, et c'est exceptionnel, et ça marche très très bien. Et au-dessus de chaque sac à dos, on a écrit ce qu'il y avait dans le sac à dos, et on a écrit ce qu'il n'y avait pas dans le sac à dos. Notamment, il y a peu de matériel à usage unique, simple. Notamment, il n'y a pas de sonde d'intubation en plastique, par exemple, parce qu'elles se déforment dans le sac à dos et elles sont inutilisables quand vous en avez besoin. Il n'y a pas de manche de laryngoscope, parce qu'en fait, les piles, c'est compliqué à utiliser. Voilà, et on peut le prendre quand on veut, avec un fibroscope pour aller réaliser des intubations, éventuellement au bloc opératoire. Alors on s'en sert au bloc et on s'en sert aussi ailleurs. Au bloc de chirurgie cardiaque parce qu'il n'est pas au même endroit. Et éventuellement en réanimation, en néonate. On a aussi un chariot qui va avec la lumière froide et avec tout le matériel disponible pour faire des bronchoscopies et qui nous permet de faire une équipe volante de voies aériennes complexes. On a conservé un bip pour ce rôle d'urgence. Et donc, il y a alors là, c'est le bip 850 parce que c'est effectivement le numéro du bip à Necker, qui nous permet d'être joignable 24 heures sur 24. Et il n'y a qu'un seul numéro.
Et pour l'instant, c'est ce qu'on a trouvé de plus fiable pour assurer les urgences 24/24, où je rappelle qu'on a la chance d'avoir un ERL sur place en permanence. Voilà. Et enfin, pour améliorer la prise en charge, donc, ce que je vous propose, c'est le suivi des patients prévisibles. Donc c'est soit en suivi de cohorte, c'est ce qu'on a fait pour les patients avec une mucopolysaccharidose ou pour les fasciocraniosténoses, ou en staff d'organes. Et enfin, un des rôles le plus important, je pense, c'est le Serious Games, la simulation des voies aériennes, soit entre ERL, c'est relativement simple, hein, soit en anesthésie, soit en équipe multidisciplinaire. Et je pense que c'est primordial dans la gestion des voies aériennes parce que ça permet d'appartenir à une équipe, ça permet de connaître les gens qui travaillent avec nous, ça permet de favoriser la communication lors du jeu, qui est un jeu sérieux, et du coup de connaître les gens au bloc opératoire quand ça revient, de connaître le matériel, de savoir où est-ce qu'il est stocké tout simplement, et de renforcer les rôles lors d'une situation d'urgence. Et l'idée, c'est de former des professionnels des voies aériennes qui soient techniquement opérationnels, qui connaissent les protocoles, qui connaissent le matériel, qui s'adaptent aux conditions. Alors ça, c'est un truc qui est primordial, c'est la flexibilité. Une fois qu'on connaît le matériel et qu'on connaît tous les protocoles, l'important, c'est de savoir s'adapter et éventuellement de déroger aux règles, mais de s'adapter et à l'enfant et aux professionnels de santé qui sont autour de nous. C'est de savoir quels sont les rapports bénéfices-risques, non seulement des interventions, mais des gestes de contrôle, et quels sont les objectifs raisonnables. Et enfin, de savoir communiquer dans une équipe, ce qui n'est pas forcément simple, surtout en situation de crise. Voilà, en conclusion, l'intubation difficile non prévue, c'est quelque chose qui est rare, mais qui est inévitable, quelles que soient les mesures organisationnelles. A fortiori, si vous travaillez dans un centre de maladies rares, parce qu'autour de vous, il y a d'autres enfants qui sont suivis pour d'autres pathologies que vous ne connaissez pas, et un jour, ça va arriver. L'intubation difficile avec une ventilation difficile, c'est encore plus rare. C'est pareil, il faut être préparé, et évidemment, il y a un rôle important de la consultation d'anesthésie et ou d'une consultation en plus pour les voies aériennes très complexes. Voilà, il faut savoir travailler en équipe, il faut savoir s'installer lors du début de la prise en charge d'un enfant au bloc opératoire, il faut connaître le matériel. Et pour ça, il y a deux moyens simples. Soit on l'utilise tous les jours, soit on peut créer des exercices de stimulation et de toute façon rester en alerte parce que le patient imprévisible est là quelque part. Je vous remercie de votre attention. Me revoici. Merci beaucoup, Dr Thierry, pour cette présentation très très précise. Une question en ligne qui est arrivée. Est-ce que des intubations en répétition peuvent, à force, engendrer des situations d'intubation difficiles? Alors, sur le coût de l'intubation, c'est-à-dire au bloc opératoire, si vous faites plusieurs intubations d'affilée, la réponse est oui. D'ailleurs, ça fait partie des critères, clairement. Ensuite, plus vous passez je ne sais pas répondre à cette question. Si c'est une intubation simple et atraumatique, je ne vois pas pourquoi ça induirait d'intubation difficile. Non, la réponse est non. Ok. Merci beaucoup. Je vous en prie.